On arrive quand même devant le New York Stock Exchange et il y a notre logo qui est imprimé sur la face du New York Stock Exchange qui fait, 200 mètres par 100 mètres de haut. Donc on se sent assez spécial ce jour-là, c'est sûr. C'est toujours dit, oui, l'IPO c'est bien, mais bon, c'est pas ça qui va définir la boîte, c'est pas la fin, c'est un début en fait, c'est le début d'une nouvelle période. Alors, je pense qu'on ne réalise pas le progrès qu'on a fait au niveau de tout ce qui est software. Donc, la rapidité d'exécution de créer une nouvelle boîte aujourd'hui est extrêmement plus rapide. Je pense qu'on peut construire une boîte depuis où on veut, du moment qu'il y a suffisamment de talent. Et s'il n'y a pas suffisamment de talent, on peut le retrouver ailleurs, en remote. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est reparti pour un nouvel épisode. On ne s'arrête plus avec mon acolyte Shabir que vous connaissez tous maintenant. Enfin, pour ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois, Shabir est investisseur chez nous. Salut Shab. Salut Ali. Et puis moi je suis en charge de la communication et la communauté chez Daphne. Aujourd'hui nous sommes donc ravis de recevoir un nouveau visionnaire qui est membre de notre communauté bien sûr. Encore un, vous allez nous dire, eh oui, écoutez, on est entouré de visionnaires chez Daphne. Et alors, Shabir, qui est ce visionnaire of the day ? Alors, notre visionnaire du jour est de ceux qui déclenchent les cocoricots. Français dans la vallée, il a plusieurs fois séduit les fonds les plus prestigieux. On ne citera que, par exemple, Kleiner Perkins ou Sequoia, entre autres. Et il a notamment secoué le secteur de l'événementiel en créant la start-up qui a révolutionné la gestion d'événements et la billetterie en ligne. Vous l'avez tous utilisé au moins une fois dans votre vie pour aller voir le concert de votre artiste préféré ou votre humoriste préféré, participer à un atelier de création de parfums, de méditation ou même une conférence France Digital. Ou même peut-être créer votre propre événement. Vous l'avez deviné. Et en même temps, c'est vrai que on l'a déjà dit une fois, mais c'est vrai que si vous êtes sur ce podcast, c'est vous savez qui vous êtes en train d'écouter. On a la chance d'accueillir Renaud Visage, le cofondateur et CTO d'Eventbrite. Salut Renaud. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On est ravis. On sait que tu acceptes pas beaucoup d'invitations d'ailleurs, donc on est très honorés, vraiment. Merci. Tout pour Daphne. Alors, on commence. Alors, on va évidemment parler d'Eventbrite, mais avant, on aurait beaucoup aimé que tu nous parles de ton cheminement, des événements ou aventures entrepreneuriales ou pas d'ailleurs, qui t'ont poussé à monter Eventbrite. Alors, peut-être on remonte quand je suis en école d'ingénieur. Il n'y a pas très longtemps. Non, 2-3 ans maximum. Et depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu aller aux US. Donc c'était une obsession peut-être. Je ne sais pas si c'était tous les shows à la télé que je regardais qui me donnaient envie, mais je pensais que mon avenir serait là-bas d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai profité des accords qu'on avait entre Central Lyon et Cornell University sur la côte Est pour faire ma dernière année d'école d'ingénieur là-bas en génie civil, donc rien à voir avec la tech. Et donc j'ai commencé à travailler aux US dans le génie civil, à San Francisco, comme par hasard. Ouais. J'ai pas vraiment choisi, ma première femme était de là-bas, donc c'est là où on s'est installé après l'école. Et puis j'ai fait ça pendant 4 ans, bon, j'ai bien aimé, j'étais sur les chantiers, je commandais des gros camions, des bulldozers, etc. avec des Américains que je découvrais en fin de compte, puisque j'avais pas beaucoup d'expérience de la vie là-bas. À part l'université quand même, un petit cocon bien isolé du reste du monde. Donc c'était très enrichissant, j'ai beaucoup appris sur la société américaine. Mais en même temps, en parallèle, il y avait cette technologie qui commençait à émerger, qui était quand même assez fascinante, l'Internet. Donc c'était en 96 que je suis arrivé à San Francisco pour être ingénieur en génie civil. Et à peu près à cette même période-là, c'est quand l'Internet devient quelque chose, donc Netscape est lancé, je commence à m'intéresser à la chose. J'ai toujours bien aimé programmer, mais jamais aimé programmer pour l'ancien monde, où on envoyait des CD tous les 6 mois pour mettre à jour le logiciel. Par contre, là, le pouvoir était assez fort quand même. Avec quelques lignes de code qu'on mettait sur un serveur, le monde entier avait accès à ce que tu venais d'écrire. Donc, créativement, c'était assez passionnant comme phénomène. Et donc, j'ai commencé à créer des petits sites comme ça pour m'amuser.
Mon père était photographe d'animaux. Donc j'ai commencé à créer un site qui indexait tous les photographes d'animaux du monde. Je mettais des liens, je mettais leurs photos, et puis j'en avais des milliers comme ça. Et puis petit à petit, le site a commencé à grossir. J'ai mis quelques pubs pour gagner un peu d'argent, juste comme ça, pour rigoler. J'ai fait mon propre site de photos aussi, que j'avais construit de A à Z. Il était multilangue, il y avait un shopping cart, etc. etc. Donc c'est comme ça que j'ai appris en fait à programmer. Et puis en l'an 2000, j'ai décidé que finalement programmer c'était plus fascinant et plus intéressant que de construire des choses physiques, donc construire dans le monde virtuel, qui avait plus de pouvoir en fin de compte, puisqu'on pouvait toucher beaucoup plus de gens beaucoup plus rapidement. Et soi-même, j'avais pas besoin d'une équipe, j'avais pas besoin de bulldozer, je pouvais le faire dans ma petite chambre tranquillement. Dans ton petit coin. Et c'est ce pouvoir-là, je pense, qui m'a attiré vers le web en fin de compte. Et donc j'ai rejoint une boîte qui faisait allier un peu mes deux passions, la programmation et la photo. C'était une des premières boîtes qui faisait du photo sharing, partage d'images, les premiers appareils numériques. Je ne sais pas si vous vous rappelez des Nikon Coolpix qui étaient en deux parties comme ça, qui prenaient du 2 mégapixels, je crois. Okay. Donc voilà, c'est ce qu'on faisait. On faisait un site où tu pouvais stocker ces images-là, créer des albums, acheter des cookies avec les photos dessus. On avait plein de produits comme ça qui étaient déclinés pour pouvoir faire quelque chose de ces images. C'était au tout début de l'e-commerce, donc c'était pas encore un franc succès, on va dire. On n'avait pas beaucoup de revenus. Ouais. C'est ce qui a fait en fait la faillite de la boîte. Ah ouais. Et comment elle s'appelait cette boîte ? Ça s'appelait Zing. Ok. Et c'est cette boîte, justement avec cette boîte-là que vous avez levé des fonds avec Kleiner Perkins ? Ouais, enfin j'étais employé, je suis arrivé, je pense que j'étais employé numéro 30. On est monté jusqu'à 120, on est descendu à 10 en un an. Donc, je suis arrivé en août 2000 et en août 2001, on était plus que 10 dans la boîte. Et on avait dépensé 50 millions qu'on avait levé de Kleiner Perkins et d'autres VC. Ah ouais, c'est un... Donc c'était l'explosion de la bulle .com en réel. Et ce qui était marrant, c'est que chaque semaine, on nous disait l'IPO c'est pour bientôt, les chiffres sont bons, on a plein de eyeballs, voilà, les visiteurs sont là. Par contre, le revenu, bon, c'est vrai que c'est pas ça, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin. Jusqu'à ce qu'on commence à virer des gens. Alors là, c'était 3 sessions, donc il y avait deux salles. Une salle, les gens étaient gardés, l'autre salle, les gens étaient virés. Et 3 fois comme ça, on a fait la même chose. Donc c'était une expérience à vivre de l'intérieur qui m'a quand même beaucoup appris. Ah ouais, première expérience en plus, tu dis. Première expérience. Ah ouais, c'est accéléré. Hein. Ouais. Et donc ça apporte un œil un peu critique sur le business, et un peu cette mania qui s'était développée avec la bulle.com. Mais de le vivre de l'intérieur, c'était quand même assez fascinant, je trouvais, comme expérience sociologique plus qu'autre chose. Ouais, ça t'a pas démotivé ou fait peur, toi, ce monde de la tech, enfin, comme on est capable de dégringoler comme ça rapidement? Non, parce qu'on le sentait quand même. Hein, de l'intérieur, on voyait les graphes qui étaient up and to the right avec aucun fondement. On faisait, je ne sais plus, 10 cas de revenus par mois et on allait faire une IPO. Enfin, il ne faut pas rêver non plus. Après l'avoir vraiment fait, tu te rends compte qu'il ne faut pas rêver. Ouais, non, c'est pour ça que quand on a créé Eventbrite, on était beaucoup plus pragmatique. On n'a pas levé des fonds tout de suite, par exemple. On a bootstrap pendant un moment. Et donc, mon cofondateur aussi est passé par là. Donc, il a eu ses expériences à lui qui ont fait qu'on a vraiment été... on a fait le maximum avec ce qu'on avait au moment où on l'avait. Et on n'a pas cherché des fonds trop rapidement, on n'a pas cherché à s'étendre trop rapidement. On a embauché qui on pouvait, on n'avait pas beaucoup de moyens. Même moi, je travaillais pour presque rien au début. Hein. Les sacrifices qu'il faut faire en tant que fondateur. Ouais. Mais je pense que c'était une manière plus saine de construire une boîte, c'est clair. Mais c'est une belle transition, tu l'as nommé, tu l'as dit, c'est bien Eventbrite, qu'on connaît tous, hein, comme on l'a dit dans l'intro. Tu te lances du coup en 2006, j'imagine. Donc attends, si on fait, on va pas faire toute la chronologie, mais entre-temps, entre la fin de cette première expérience... En fait, Sony a racheté une partie de Zing pour laquelle je travaillais, donc j'ai fait du contracting pour eux. Je faisais moitié photo, moitié contractor pour Sony. Ah ok. Donc tu as passé les Hunger Games. Ouais. Non, c'était bien, c'était 50-50. J'hésitais entre être photographe à temps plein et continuer dans la tech. Mais ouais, c'est ça, on a fait nos devoirs et on a vu que tu étais photographe, exactement. Tu avais
Alors, on va pas vous dire dans la vidéo que vous avez vue, il y a un petit teaser. Est-ce que Renaud ou pas a eu des photos qui sont passées dans National Geographic? Vous le saurez, je ne sais pas, il faudra le contacter directement. Vous ne le saurez jamais. Mais on parlera des photos après. On va peut-être faire la petite transition sur Eventbrite tout de suite. Tu te lances en 2006 et tu vois même passer, donc on va dire, 2 crises, 2008, 2020, ce qui s'est passé l'année dernière. Une IPO quand même entre les deux. Rien que ça. Et on se demandait avec Chabir, ça fait quoi de sonner la cloche? C'est très bizarre parce que c'est très réduit dans le temps. Enfin, on passe toute la journée à New York avec toute l'équipe. Donc c'est un moment où on se retrouve, tout le monde sourit. Là, dans la vidéo, on dit qu'est-ce qui vous fait sourire? Ce jour-là, c'est assez spécial parce qu'on arrive quand même devant le New York Stock Exchange et il y a notre logo qui est imprimé sur la face du New York Stock Exchange qui fait, 200 mètres par 100 mètres de haut. Donc on se sent assez spécial ce jour-là, c'est sûr. Fierté absolue, quoi. Et en fait, tous les yeux sont tournés vers nous et vers la boîte. On est sur le floor, comme on dit. La scène. On voit un peu comment se fait la saucisse, en fin de compte, sur le stock market. Et puis après, une fois que le prix est décidé, on monte tous pour sonner la cloche. Donc c'est assez passionnant comme process, mais aussi c'est un peu la récompense en fin de compte. Même si c'est ponctuel, et on s'est toujours dit oui, l'IPO c'est bien, mais bon, c'est pas ça qui va définir la boîte, c'est pas la fin, c'est un début en fait, c'est le début d'une nouvelle période. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'a vécu, même le soir après qu'on soit rentré chez nous, on est back to work now. Et le prix est vraiment décidé à la dernière minute? Le prix est décidé après la cloche en fait. J'ai dit une bêtise, mais on sonne la cloche, ça ouvre. Après, il y a des négociations entre ceux qui ont le stock et ceux qui sont les acheteurs en fait sur le floor. Il faut qu'ils arrivent à trouver le prix où il y a suffisamment d'acheteurs pour que tous les stocks soient vendus en fin de compte. Et donc c'est ça, cette négociation qui a pris beaucoup de temps pour nous. Je pense que ça a pris, 3-4 heures. On est tous là en train d'attendre et de regarder les échanges. Et on ne voit pas finalement, on voit juste un petit ticker qui nous dit où on en est. Donc c'était assez marrant comme expérience. Ah ouais, c'est beau. Super, parce que pour rappel quand même, on va redonner quelques chiffres. Les chiffres de 2019, tu nous diras si on s'est trompé, mais Eventbrite, donc c'est quand même une IPO en 2018, 4,7 millions d'événements, 949 000 créateurs d'événements sur la plateforme, 390 millions de tickets vendus dans près de 180 pays. On se sent un petit peu tout petit, non? À côté, là. Les chiffres, après un moment, ça ne veut plus rien dire, je pense. On ne se rend pas compte de l'échelle. C'est vrai qu'on perd un peu de vue ce que c'est, des milliards de billets vendus. Milliards? J'ai dit millions, non? Non, en dollars, c'est des... Ah, ça fait un... les montants qui sont transactés sur la plateforme sont en milliards. Ah oui. Et alors, attends, après 15 ans, donc du coup, à la tête du leader mondial du service de billetterie événementielle, quand même, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur l'évolution des usages un peu dans ce secteur? On imagine que ça a changé et la dernière crise là, n'a pas aidé. Tu peux nous donner un peu ton avis sur justement cette transformation Oui, je pense. On a vécu 2 crises, comme tu l'as dit. Donc, la crise financière qui ne nous a pas vraiment affectés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, mais ça, au contraire, je pense qu'ils avaient plus de temps pour aller aux événements. Il y avait d'autres types d'événements qui sont créés, genre networking, pour trouver d'autres jobs. Donc ça, on en a plutôt profité. C'était dur de lever de l'argent à cette époque-là, donc c'est le seul moment où on a failli ne pas pouvoir continuer, en fin de compte. Parce qu'au début 2018, c'était là où on devait lever notre série A. Donc on a rencontré centaines de VC de part et d'autre. Mais finalement, la crise est arrivée. Sequoia a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux deck Rest in Peace, Good Times. Non. Une référence à voir pour tout le monde. Mettez le lien sur le podcast. Ah ouais? Clairement, ouais. Qui finalement a fait en sorte que tous les VC ont décidé de ne plus investir. Et le conseil de Sequoia, c'était qu'il faut se focaliser sur son business, qu'il faut couper les coûts, etc. La crise est là, il faut prendre des mesures.
Et je pense que c'était une bonne chose qu'ils ont faite. Par contre, ça rendait les choses un peu plus compliquées pour nous qui avions besoin de lever. Mais finalement, ces relations qu'on a eues avec tous les VC de la place nous a servi après la crise en fin 2009. Quand on est revenu, on avait les chiffres qu'on avait dit qu'on allait avoir. On avait pu faire grossir le business assez fortement durant cette période. Donc finalement, on a pu lever assez facilement avec des bons VC. Et tu fais un bridge entre les deux ou... Oui, on a fait un round de Friends and Family. Je crois qu'on a levé 1 million rapidement. C'est là où l'avantage d'avoir un bon network est prouvé. La deuxième crise et je pense qu'à cette époque-là, on a vu quand même le désir de beaucoup de gens de ne pas rester dans leur boulot corporate où ils s'ennuyaient et de commencer à voir l'événementiel comme une vraie manière de branch out, en fait, d'aller voir, d'essayer de monétiser sa passion et de rendre ça beaucoup plus core à ce qu'ils font au jour le jour. Donc, on a vu cette nouvelle vague de créateurs d'événements qui transformaient un peu leur hobby en leur manière de vivre, en fait. Qui s'est continué un peu pendant les années 2010, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 2020. Là, le Covid, c'est autre chose, on ne contrôle pas, donc ce n'est pas vraiment un choix que qui que ce soit a pris. On subit plutôt qu'autre chose. On a vu bien sûr une grosse migration de tous les organisateurs d'événements qui le pouvaient vers des formats en ligne. On passe toute notre journée sur Zoom ou sur d'autres outils Teams, en ligne. On les connaît tous. Et pareil pour l'événementiel, donc qui est un peu passé de force vers le streaming. Nous, on a décidé d'accompagner ça, mais pas de pivoter. Donc, on a créé des outils pour associer en fait la partie billetterie de l'événement avec des outils qui permettent de faire le streaming, comme Zoom, Vimeo et d'autres. Parce qu'on croit vraiment que le besoin de se rencontrer, le besoin de socialiser en physique est beaucoup plus important que la satisfaction qu'on en tire aujourd'hui purement en ligne. Donc nous, on a misé sur le fait que le physique allait revenir rapidement une fois qu'on est safe, en fait, une fois que les vaccins sont là, et je pense qu'on n'en est pas loin, finalement. Autant ça a été vite d'un côté, autant je pense que ça sera aussi rapide de l'autre côté, une fois qu'il y a une certaine immunité de la planète. On va sortir, on va se ruer sur les événements, les soirées, les festivals. On le voit, ça commence à se réchauffer, tout le monde est dehors, tout le monde dans est les sur jardins, les quais, à manger en pique-nique Paris. avec leurs amis. Donc, je pense que l'événementiel va avoir une période dorée une fois qu'on pourra se réunir. Comment on vit une crise comme ça, là, comme tu dis, qu'on ne contrôle pas et où tu dois licencier un grand nombre de ton équipe? Comment on vit en tant que surtout dans l'incertitude au début. Et homme. Parce qu'au mois de mars, on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer quand même. Il y avait beaucoup d'inconnus. Est-ce que ça va être aussi virulent que la peste ou est-ce que ça va être plus comme une grosse grippe? Par contre, l'impact sur le business a été très très rapide et très très fort. On a perdu, je ne sais plus de 80% de notre business du jour au lendemain en fin de compte. Et surtout, on avait beaucoup d'argent qu'on avait avancé aux organisateurs d'événements qu'on ne savait pas s'ils allaient pouvoir rembourser. Donc on était quand même à risque, ce qui nous a fait prendre certaines mesures protectives de tout le monde, de ceux qui avaient acheté des billets aussi, qui ne pourraient pas y aller. Donc on a créé beaucoup d'outils pour repousser l'événement, pour donner des crédits aux participants plutôt que de les rembourser. Aussi pour que les créateurs d'événements puissent survivre, parce que ce n'est pas forcément des grosses entités qui ont levé des millions de venture funding. C'est souvent des petits business qui vivent à côté. Souvent, ce n'est même pas des occupations à temps plein pour beaucoup de nos organisateurs. Donc on voulait quand même protéger un peu tout le monde sans prendre trop de risques, nous non plus, parce qu'on était quand même... On avait des centaines de millions qui avaient été avancés. Donc on a pris ces mesures-là, on a décidé de réduire l'effectif. Je pense que c'était indispensable pour pouvoir survivre et pour pouvoir lever de la dette, pour pouvoir passer l'année qu'on a passée un peu plus tranquillement et ne pas avoir le couteau sous la gorge pour prendre les mauvaises décisions. Parce que je pense que quand on est poussé dans la crise comme ça, on a tendance à se rouer peut-être vers le plus évident, sans penser au long terme. Mais je pense que nous, on a pris... Au contraire, la vision long terme, que le business allait revenir, que c'était juste une question de temps et qu'il fallait passer cette période-là aussi sereinement que possible.
Donc c'est là où on a fait appel au marché de la dette pour... je crois qu'on a levé plus de 200 millions juste pour avoir ce matelas qui nous permet de tenir. Comme beaucoup de business l'ont fait. Ouais. Hein. C'est vrai que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir un PGE comme on Tous l'a les vu en pays France, non quoi, plus. tous Aux les pays, États-Unis, c'était pas comme ça. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'on a quand même des modèles qui sont Ouais. utiles en ces temps-là, quoi. tout à fait. C'est aussi pour ça que j'habite à Paris maintenant. Ah ouais. Et ça fait presque une... Non, mais tu nous facilites la tâche, tu nous fais les transitions, tu vois. On voulait parler justement des US. Je t'en prie. Ben oui, donc tu as quitté Paris en 96, tu l'as dit, pour ta dernière année d'école. Et Moi, j'ai quitté en 93 parce que j'ai dû faire mon service entre Cornell et que j'ai fait oui. en Espagne. Non. Pour info, les auditeurs les plus jeunes, avant il y avait un service militaire obligatoire. Pardon Renaud. C'est vrai qu'on oublie. C'est vrai que c'est non, plus c'est une obligatoire. JAPD, c'est une journée. Et j'ai eu de la chance, je l'ai fait à l'ambassade de France en Espagne. Donc, Ah, ça va, il y a pire. ouais. Donc, ton départ aux US, donc en 80... Attends, je suis perdue. 93, voilà, parce qu'entre-temps... donc, tu nous as dit que c'était ton rêve, et c'est un peu le rêve américain. Tu as trouvé plein de choses, mais si tu devais comparer l'écosystème tech France, tu vois, avant 2000 et aujourd'hui, quelles seraient les 3 choses qui te viennent immédiatement un peu à l'esprit? Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi? il y avait un écosystème tech en 2000 en France. Il y avait pas Mythique J'étais pas. encore. hein, je- Il y avait pas Mythique. c'est vrai Ouais, il y qu'il a eu la première France, vague quoi. du .com. Il y avait France. Il y a eu quelques belles boîtes France à Bon, l'époque. il y avait. Je sais pas si on peut appeler ça un écosystème encore. C'est vrai, clairement. Moi, Ouais. je suis impliqué dans l'écosystème depuis assez longtemps quand même. 2007-2008, je pense, c'est quand je commence à repasser un peu de temps en France. Et 2011 après, parce que c'est là qu'on a lancé Eventbrite en Europe. Donc, je passais beaucoup de temps à Paris et dans tous les autres pays européens, principalement Angleterre, Allemagne, où on avait nos plus gros bureaux, pour faire l'évangélisation à travers des événements, donc pas mal d'événements tech, mais aussi en m'impliquant dans des accélérateurs, incubateurs, comme le camping à l'époque. J'ai fait Seedcamp pendant pas mal d'années à Londres, Plug and Play et d'autres, donc juste pour m'impliquer un peu et puis pour avoir l'impression d'apporter mon expérience et ce que j'ai appris aux États-Unis à un écosystème qui était petit et mignon à l'époque, mais qui s'est bien développé depuis. Je pense grâce, pas principalement à nous, mais à des gens qui ont apporté leur expérience, à des succès dans la tech française aussi, qui ont pu réinvestir ou reformer des boîtes, comme Marc dans votre équipe, qui est un entrepreneur à succès et multiple. Donc depuis, 3 choses peut-être, c'est la rapidité à laquelle l'écosystème change. Je suis un peu biaisé parce que je suis marié avec la directrice de la French Tech. Donc, Qu'on bien salue, sûr, Kat. le travail qu'ils ont fait quand même est assez fondamental Ouais. à encadrer ce succès, à le faire qu'il soit accéléré de manière assez spectaculaire. Et bon, c'est pas que le gouvernement, mais il y a quand même des choses qu'ils ont mis en place, la BPI par exemple, qui en l'an 2000 n'existait pas déjà, et qui depuis quelques années quand même a fait en sorte que cet écosystème puisse lever beaucoup plus d'argent pour se développer plus rapidement et avoir des gros succès qu'on connaît aujourd'hui avec French Tech 120, Next 40, qui sont quand même des vraiment belles boîtes qui ont beaucoup de perspectives pour devenir les décacornes du futur. On espère, on en a quelques-unes dans le classement. Et moi aussi, en tant qu'investisseur chez Daphne. Exactement, indirectement, ce sont aussi tes boîtes, bien sûr. Hein. Et oui, on salue aussi France Digital, en fait, toutes ces initiatives, toutes French Tech, voilà, qui aident beaucoup à faire émerger un peu tout ce secteur. Et la BPI également. Et comme tu disais, la BPI. Directement ou indirectement via Daphne aussi. Ouais, mais exactement. Et c'est là où on voit qu'on a vraiment besoin de tous les éléments pour faire un vrai écosystème. Ce que les États-Unis, enfin surtout la Silicon Valley a eu depuis les années 50, c'est un peu cette collaboration
entre le monde financier avec les VC, private equity, avec les universités, Stanford, Berkeley, avec toutes ces entreprises à succès qui ont créé des générations d'execs qui savent comment on fait croître ces boîtes aussi rapidement que possible et atteindre des valorisations assez élevées pour pouvoir recommencer en fin de compte. C'est un peu un cycle. On a des grosses boîtes dans lesquelles on se forme et puis après on peut partir et créer sa propre boîte. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on voit ici aussi maintenant. Mais c'est vrai que c'est dingue, on n'a pas nous encore notre Stanford, mais quand tu vois le nombre d'entrepreneurs qui sont sortis de cette école-là, c'est assez dingue. On a beaucoup de mini Stanford quand même. Stanford, c'est des milliers d'étudiants. On a beaucoup de grandes écoles, etc., qui commencent à avoir quand même des bons réseaux d'anciens dans beaucoup de boîtes. Surtout des gens qui sont partis et qui reviennent. Je pense que c'est ça le principal attrait d'avoir créé cet écosystème riche aujourd'hui. C'est que si on veut être un VP renommé dans une grosse boîte, on peut le faire ici. Aussi. Alors que ce n'était pas vraiment possible il y a 10 ans, parce qu'il n'y avait pas énormément de boîtes qui donnaient ces opportunités-là. C'est très positif de voir Renaud Visage revenir en France, d'ailleurs. Hein. On est plusieurs. Hein, ouais. Elle nous manque, la France, quand même, à un moment donné. Hein, tout à fait. Le charme de la vie parisienne est incomparable. Et dans toutes les autres villes de France. C'est clair. Et c'est vrai que... on a fait aussi nos recherches et tu as soutenu beaucoup d'entreprises françaises, de start-up françaises. Alors j'en cite quelques-unes parce que déjà il y en a une dans notre portfolio qui est Fox, qu'on salue. Tout à fait. Et puis tu es aussi chez Business Angel, chez Algolia, Alchemix, Miro, Screen, Snips et plein d'autres parce que la liste est longue et je ne sais même pas si tu as mis toute la liste sur ton LinkedIn. Non, j'en ai une quarantaine en tout. Voilà, comme un fond à toi tout seul. Voilà. C'est clair. Et quel est ton rôle chez ces boîtes-là ? Comment est-ce que justement tu parlais de ton expérience ? Comment est-ce que tu leur apportes ton expérience des US ? Ça dépend. Ça dépend de leurs besoins, de leur niveau de maturité. Il y en a qui n'ont pas besoin de moi. Ils savent exactement où ils vont. Ils ont tous les moyens qu'ils veulent. Ils ont des bons VC qui les accompagnent. Je pense que je suis plus utile au début, avant peut-être entre le seed et la série A, où je peux leur apporter un peu de vision produit. Souvent, c'est basique, ça ne répond pas forcément exactement à ce que les clients attendent. Donc, passer beaucoup de temps sur le produit, commencer à organiser la tech, et puis parler stratégie, parce que la stratégie, quand même, pour lever une bonne série A, il faut avoir une bonne vision de comment on veut développer la boîte. On ne peut pas itérer éternellement comme on fait au début quand on essaie de trouver notre product market fit. Donc, avoir un peu cette assistance qui prend différentes formes. Il y a des boîtes que je vois tous les mois, il y en a d'autres que je ne vois jamais. Donc je suis là s'ils ont besoin, mais pas forcément utile tout le temps. Je n'ai pas énormément de temps non plus, donc ça me va bien comme ça. Et je suis encore plus utile aux CTO. Donc souvent, les CEO ont le support de leur VC et leur réseau comme France Digital. Mais je pense que les fonctions ont moins de support direct. Donc j'essaie un peu de jouer ce rôle de coach CTO pour quelques-unes des boîtes avec lesquelles je travaille. Super coach. Hein. Ouais. Tu devais être content quand même. Parce que c'est vrai que tu es encore chez Eventbrite, opérationnel chez Eventbrite. Tout à fait. Tu es business angel dans 40 boîtes. Tu es aussi venture partner chez Point9. Tout à fait. Voilà, ça fait un agenda bien chargé. Investisseur chez nous, il aide aussi quand il faut le portefeuille Daphne. Comment tu fais ? Sinon, tu as du temps. Comment tu fais pour aller prendre tes photos ? Faut gérer son temps, bien. Les photos, c'est plus dur. C'est ce qui est passé à la trappe un petit peu, surtout depuis Covid. Mais tu te régales pas là à revenir dans Paris ? T'as pas pris plein de photos dans Paris ? Non, pas du tout, non. Ouais. Je me balade pas assez, je pense. Ouais. T'as pas assez de temps pour... Mais j'ai toujours été plus attiré par la découverte, donc c'est ça qui... Et j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois, malgré tout ce que tu as décrit. Ah bon ? C'est plus séquentiel qu'en même temps. Et pour faire de la photo, je pense qu'il faut vraiment faire que ça pendant plusieurs jours pour se remettre dans le bain. Je ne suis pas quelqu'un qui va juste sortir pendant 2 heures et prendre quelques shots. C'est pas ma manière d'opérer. C'est plutôt au plan retraite ? Possiblement. Je me vois mal à la retraite quand même. Moi, je pense déjà à ça. Et ben super, on arrive bientôt à la fin, mais avant de terminer, tu veux peut-être poser la dernière question, non ? Avant de passer aux questions, je crois qu'elle est intéressante.
Je l'ai pas déjà posé. Ce qui a changé, Je suis en vrai. comme toi, tu as monté une boîte il y a longtemps, pas très longtemps non plus, mais tu étais un entrepreneur des années 2000, non. Et aujourd'hui, tu vois, qu'est-ce qui a changé quand tu montes une boîte maintenant? Et qu'est-ce qui était mieux avant? Qu'est-ce qui est moins bien? Et comment tu trouves les entrepreneurs d'aujourd'hui? Alors, je pense qu'on ne réalise pas le progrès qu'on a fait au niveau de tout ce qui est software. Donc, la rapidité d'exécution de créer une nouvelle boîte aujourd'hui est extrêmement plus rapide à cause du cloud, à cause de tous ces frameworks qui existent et qui s'occupent de tout pour toi, en fin de compte, l'internationalisation, etc., etc. Nous, quand on a lancé, on a dû écrire un truc custom qu'on a fait sur mesure, auquel on a dû contribuer 100% du code. Alors qu'aujourd'hui, quand on démarre un nouveau projet, il y a quand même tout ça qui existe déjà. Donc, il faut juste construire le business logic au-dessus. Et on voit des boîtes qui sont 1, 2, 3 personnes et qui ont créé des produits vraiment compliqués, vraiment robustes. Donc ça donne un avantage assez conséquent par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc la capacité d'itérer rapidement aussi. Et juste le marché qui existe. Internet, c'est des milliards de gens aujourd'hui. 2005, je ne sais pas quels étaient les chiffres, c'était quand même beaucoup moindre. Le mobile n'existait absolument presque pas à l'époque. Donc il y a quand même beaucoup de changements fondamentaux sur la manière dont on consomme la technologie aujourd'hui, qui fait qu'une boîte qui se lance, si elle a un bon produit et qu'elle a la bonne manière d'approcher son marché, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances de réussir qu'à l'époque. Surtout, les gens sont plus prêts à payer aujourd'hui. Donc quand je réfléchis à Zing, par exemple, qui avait des produits très utiles. Il faut faire quelque chose de ces photos. On pouvait les intégrer dans plein de produits différents. Mais le réflexe e-commerce n'était pas là. Les gens n'étaient pas prêts à mettre leur carte de crédit, même sur un système en ligne. Alors qu'aujourd'hui, on le fait mais tous les jours, surtout depuis qu'on ne peut plus sortir de la maison. Donc cette chance-là est assez unique, je pense. Et la partie B2B est en train de se révolutionner aussi. Les outils plus consumer qui arrivent sur l'enterprise vont ouvrir des portes énormes, je pense, aux entrepreneurs. Et tu les trouves comment, toi, les entrepreneurs d'aujourd'hui? Ambitieux, est-ce qu'ils sont nombreux par rapport à... Mais tu vois, s'il y avait 1 ou 2 conseils que tu pourrais donner parce que tu vois des mauvaises habitudes ou des gens un peu rêveurs qui ne savent pas vraiment à un moment donné... Le conseil principal, c'est d'arrêter de se comparer. On compare toujours les écosystèmes les uns aux autres. On s'en fout finalement. C'est bien qu'ils sont tous en croissance. Il y a des gens très très bien qui sont dans tous ces écosystèmes-là. C'est moins grave aujourd'hui. Où est-ce qu'on commence la boîte? Les VC américains investissent dans des boîtes qui ont leur dev center en Pologne, leur headquarters en Belgique, et tout marche bien parce qu'on est dans une nouvelle ère. On communique tous en ligne, les boards se font en ligne. Donc il n'y a plus cette laisse géographique qu'il y avait avant où les VC n'investissaient que dans leur ville presque parce qu'il fallait qu'ils aillent au board meeting tous les mois. Donc ces barrières étant levées, je pense qu'on peut construire une boîte depuis où on veut du moment qu'il y a suffisamment de talent. Et s'il n'y a pas suffisamment de talent, on peut le retrouver ailleurs en remote. Nous, on va passer à avoir 30% ou plus de notre boîte qui va être en remote après le Covid, je pense. Ouais. Juste parce que les gens ont le choix, ils ont réfléchi un peu plus à leur situation familiale, où est-ce qu'ils voulaient vivre. Et vu que les barrières sont un peu levées aujourd'hui sur le télétravail, etc., au moins le dialogue se passe au sein des boîtes pour décider s'ils veulent vraiment l'adopter ou pas. Mais de plus en plus, je pense que les gens ne vont pas avoir le choix parce que les employés vont demander. C'est clair. Donc nous, ça, les premiers. Faut l'embrasser. Après, c'est compliqué. Oui. Il faut avoir des entités qui peuvent employer ces gens. Si tu veux leur donner des stock options, il y a des règles assez compliquées aussi. C'est pas facile, mais c'est là et c'est disponible. Donc, je pense que ça va donner aux gens ambitieux la capacité d'itérer plus rapidement et de trouver du talent pour s'allier, en fait, parce que toute entreprise et surtout la combinaison des talents pour délivrer un produit qui apporte de la valeur. Donc arrêtez de vous comparer, les entrepreneurs. Et puis c'est vrai que là, j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on est plutôt bien placé aussi en France parce qu'on a un des écosystèmes les plus dynamiques, quoi. Tout à fait. Mais c'est pour ça que Renaud est rentré. Voilà. Il y a une coïncidence? Je ne pense pas.
Allez, on va s'arrêter. On passe à nos questions de la fin, Renaud. Des questions assez légères, on va dire. Et je te laisse commencer, Xavier. Est-ce qu'il y a une adresse à San Francisco que tu nous recommandes? Un resto ou un endroit que tu as pris en photo. On peut avoir des pieds de cochon à la chinoise, comme tu l'as dit pendant la vidéo. J'aime bien la cuisine asiatique, donc Chinatown, c'est quand même incomparable. C'est pas resto pareil que le 13e. Ouais. Écoute, on a vu aussi que tu étais né à Lyon. Non. Ah bah, C'est faux. on va refaire nos devoirs. Mince, né où Je alors suis né à Vittel, où j'ai passé 3 semaines. Ah, Et t'étais à Lyon après? Non. Ah bah, toujours pas. mais pourquoi? J'ai fait une fixette sur Lyon, moi. C'est vrai. J'ai déménagé à Lyon quand j'avais 18 ans. J'ai Ouais. fait mon école là-bas, j'ai fait maths sup, maths spé, école Ah ouais. et Centrale Lyon. D'accord. Bon, peut-être que tu as un petit bouchon que tu recommandes à Lyon, quand même, que tu te rappelles. Alors, ça fait un moment que j'ai pas été dans un bouchon. Il y en avait plusieurs qui étaient... Et la mère Jean, un truc comme ça. Non, c'est toi qui es Rue lyonnaise. Mercière. Oui, rue Mercière. Rue Mercière ou rue des Marronniers, des Marionniers. Des Marronniers, je pense. Il y en a plein, mais écoute, non, on n'a pas bien fait nos devoirs. Moi, Non. j'étais Ah bah, alors, persuadée une adresse que... à Dunkerque alors. Ah ouais, Encore moins. Encore moins. encore moins. Ah ouais. Mince. Non, j'y habitais. Mais... Oui. J'étais moins- trop jeune pour aller au restaurant à l'époque. Ouais, le carnaval, c'était pas mal. Carnaval, oui, ça a recommandé, c'est sûr. C'est un événement culturel en France qui est vraiment spécial, c'est ça. Eh bien, écoute, regarde, un event qu'on ne doit pas manquer dès qu'on est déconfiné, le carnaval de Dunkerque, alors. Clairement. Ça sera un peu trop tard, je pense. C'est maintenant, normalement, non? Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi, j'ai jamais... Si Et c'est ils ont dû possible. l'annuler, je sais pas s'ils vont le faire. En été, ce serait plus sympa, parce Ouais. qu'en hiver, quand même, ils Eh travaillent ouais. vachement. C'est vrai que, en fait, je sais pas comment tu les as faites, mais mes questions sont beaucoup plus sérieuses. Une start-up que tu aurais aimé créer. Je pense Airbnb. Belle marque, ils ont bien fait leur boulot. Mon cofondateur a investi. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Mais ouais, Sympa. comment révolutionner un pan entier d'une industrie, Ouais. c'est quand même assez fort. Une personne avec qui tu rêverais de prendre un café. Vivante ou pas d'ailleurs. Einstein, je pense. Je peux voir comment il réfléchissait aux choses, qu'il a dit tellement de choses tellement différentes de ce que n'importe qui aurait dit. J'aurais bien aimé voir ça. Si tu n'avais pas été entrepreneur, tu aurais été quoi? Probablement photographe. Ouais, ouais. On avait plusieurs indices. Et on mettra ton site internet aussi où on peut voir toutes tes photos. Pas toutes. Ça doit faire 8 ans que j'ai pas mis une nouvelle photo, mais Ah bon? il y en a quelques-unes qui sont bien. Ah bah ouais, bon, mais c'est pas grave, on le sait pas hein, quand nous on est nouveau, Tout nouvel à fait. arrivant sur C'est le l'avantage site. de la photo, c'est un peu intemporel. Exactement. Et du coup, la plus belle photo que tu aies prise, une des plus belles photos. Ah non, là, c'est comme demander Quel enfant tu ouais, préfères? exactement. Quel enfant on préfère? C'est vrai? T'as peut-être une réponse. quoi. Non, mais moi j'aime beaucoup les photos en Afrique que t'as mis. Oui, moi, j'aime beaucoup les animaux aussi. Et Donc, puis l'Afrique, c'est quand même un monde assez spécial. Ouais. Moi, je reviens du Kenya, j'y étais en décembre, pardon, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Ouais. Donc, Ils toujours en ont entre besoin, deux je pense, en ce confinements. moment. Ouais. Donc, et c'est un pays qui touche énormément. Et, Et moi, j'aime bien les villes aussi. La photo de rue, c'est quand même assez passionnant quand tu arrives à en prendre des bonnes. C'est tellement difficile que c'est un peu comme essayer de... C'est un peu comme construire une start-up où tu as toutes ces choses qui bougent tout le temps en même temps et puis il faut quand même faire des snapshots de temps en temps qui tiennent la route. il faut trouver le bon moment, quoi. Qui sont bien organisés et qui visuellement sont plaisants. Ouais. C'est un problème assez particulier et qui me motive. Ouais, ben écoute Renaud, merci en tout cas de t'être livré. On a appris plein de choses sur toi. Hein. On ne savait pas. On va être un épisode un peu... le dernier épisode un peu où tu parles de toi sur le web. Hein.
parce que tu t'exprimes pas beaucoup, comme on le disait au début. Et franchement, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir raconté Merci beaucoup. toute ta vie. Merci à vous. Enfin, toute ta vie. Presque. À chaque fois, je me... Non, mais une partie de ta vie, en tout cas. Et on est très contents. Et merci de nous soutenir chez Daphni. Et puis, à très vite, en tout cas, dans un prochain épisode. Merci à vous de soutenir tous ces entrepreneurs qui en ont besoin. Bah écoute, on est ravis et on continue, nous, à investir avec Yellow, avec notre nouveau fonds. Je fais de la pub. On ne le fait jamais. On ne dit jamais à la fin si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Mais voilà, on continue. On est une équipe de 12 et voilà, on est ravis. Venez nous voir si vous cherchez des fonds, si vous levez des startups si vous créez des startups comme Eventbrite. On veut bien. On en veut plein. Merci Renaud, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.